Merci beaucoup à nos deux éminentes oratrices qui ont parlé d'un sujet qui est spécialisé. J'avoue que la toxicologie, c'est pas quelque chose de facile, c'est un sujet qui est très spécialisé. Moi et professeur Khalifa, on va prendre 3 questions. La journée a été très longue, tout le monde est fatigué. Je vous remercie pour ceux qui sont encore présents, les studieux, qui sont là. Je vous remercie pour votre présence. On va prendre 3 questions. Parole à la salle. Moi, je vais poser est-ce que Dr Badaran, mademoiselle? Merci beaucoup. Bon, je tiens à remercier. Ils sont toujours avec nous, professeur Matawi? Voilà, c'est ça la question que je suis en train de poser. Est-ce qu'ils sont toujours avec nous? On pose la question à la régie. Là, on est toujours là, professeur. D'accord. On est toujours là. Premièrement, je vous remercie infiniment pour vos présentations qui étaient vraiment très riches et très instructives, surtout dans ce domaine de toxicologie. Ma première question, pas une question, mais j'ai beaucoup de trucs vous nous avez informé beaucoup de choses, vous nous avez éclairci beaucoup de choses sur le domaine, mais concernant, je voulais savoir, est-ce que tous les analyses que vous recevez au centre antipoison, est-ce qu'elles émanent d'une structure hospitalière, d'une investigation épidémiologique, d'une surveillance comme vous l'avez décrit, ou un simple individu qui a une analyse et il veut vraiment faire une étude sur tout ce qui est matière toxicologique. La deuxième des choses, est-ce que vous procédez toujours par cette approche syndromique selon les syndromes? Est-ce que vous avez des panels spécifiques orientés vers lesquels vous vous projetez en premier temps? Et est-ce que vous avez d'autres méthodes de détection des nouvelles substances que nous n'avons pas? Donc, est-ce que vous abstenir juste de ce que vous avez comme demande, ou vous poussez le bouchon à vraiment chercher qu'est-ce qui ne va pas, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas? Donc, et concernant aussi le choix et la nature des prélèvements, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des guides, parce que je pense que les personnels de santé au niveau des établissements hospitaliers, ou est-ce qu'ils ont vraiment un guide pour faire des bons prélèvements, parce qu'on sait très bien que chaque analyse, chaque résultat, on n'a pas un très bon prélèvement. Est-ce qu'ils sont orientés vers tel ou tel prélèvement qu'ils vont faire? Est-ce que cette communication déjà elle est installée ou instaurée? Parce que si vous recevez des prélèvements sans renseignement clinique, je sais très bien que comme vous avez décrit dans les présentations, vous n'allez pas investir convenablement. Et pour professeur Omeima, vous avez parlé des 5 B. Moi, je voulais vous ajouter des 3 B, comme la bonne communication, parce que si on n'a pas un très bon dialogue entre cliniciens, laboratoires et les gens qui vont faire le prélèvement et tous les maillons, on n'aura pas de bons résultats, et bien sûr une bonne interprétation et une bonne investigation de la chose. Je pense que j'ai fait le tour de mes notes. Encore une fois, merci beaucoup pour vos présentations. C'était vraiment très riche et très instructif. Merci beaucoup. Alors, on donne la parole à Dr Badaran et puis professeur Omeima. On commence par Dr Badaran. J'espère que vous avez noté les questions. Exactement. Merci beaucoup, professeur. En fait, ça veut dire que ça a suscité beaucoup de questions, donc ça veut dire que c'était intéressant pour l'audience. Donc voilà, juste pour la première question, vous avez parlé des demandes d'analyse. En fait, les demandes d'analyse, on a plusieurs types de demandes. Il y a des demandes qui émanent dans le cadre du suivi
En fait, je l'ai pas bien expliqué dans ma présentation. Le suivi des patients en addictologie. Donc, on reçoit c'est un suivi, on va dire, de pathologie chronique qui est l'addiction. Et on a des demandes qui émanent des différents services et hôpitaux, donc de tout le Maroc, mais c'est surtout, vu le souci de proximité, c'est surtout Casa et Rabat. Surtout qu'actuellement, on commence à avoir des laboratoires de toxicologie analytique qui font les analyses rapides dans différents CHU. Donc, ça nous a en fait épargné les problèmes d'acheminement des prélèvements jusqu'à Rabat. Donc, le centre antipoison, il est à Rabat. Et on reçoit également en fait, les demandes, soit les patients hospitalisés, soit les patients en ambulatoire. En ambulatoire, on a en fait une unité de consultation concernant les métaux lourds. Donc, c'est une unité qui est gérée par une médecin toxicologue, Dr Chaoui, et par moi-même. Et donc, à chaque fois, on reçoit des consultations sur place. On peut faire directement l'analyse des patients donc qui arrivent en ambulatoire en consultation. Et la deuxième partie, là, c'est les patients qui arrivent, c'est-à-dire individuellement, et on fait des études carrément prospectives. Par exemple, pour le cas de Mdiona, on avait un cas d'intoxication par le plan chronique qui est arrivé au laboratoire. Et quand on a fait l'interrogatoire avec le patient, il s'est avéré qu'il travaille dans une usine clandestine de batterie. Et on s'est dit, on doit partir faire l'investigation, pourquoi ces usines existent. Et par la suite, on a fait une étude chez la population qui réside à côté de ces usines clandestines au niveau de la région de Mdiona. Par exemple, parfois on peut, dans le cadre de sujets de doctorat, donc aller faire des études prospectives chez une population particulière, comme c'est le cas des agriculteurs de la région de Sidi Ben Nour et la région et la province de Sidi Qasim. Donc, ça dépend en fait du contexte. Et vous avez parlé de l'approche syndromique. Alors en général, on part des signes cliniques ou bien des symptômes cliniques que présente le patient pour avoir une idée qu'est-ce qu'on va chercher. Mais lorsqu'on a, par exemple, un patient qui va présenter un trouble de conscience apéritique, là, on va faire un screening large. C'est pour ça qu'on se base sur notre stratégie intralaboratoire qu'on a bien définie entre médecins toxicologues et biologistes et techniciens de laboratoire pour arriver à cette approche en fait. Pour les méthodes, actuellement, nous avons une batterie, je vais dire pas exhaustive de méthodes et de techniques, mais à chaque fois qu'on a, par exemple, une demande d'un clinicien ou une demande particulière, on commence à avoir les MPS au niveau de notre pays. Alors là, on a acheté des kits rapides. Et on compte développer des méthodes au niveau de nos chaînes de GCMAS et de SCMAS pour, comme je l'ai dit, répondre à ces nouvelles tendances en fait. Pour le choix des prélèvements, en général, le choix il va se faire en concertation avec le clinicien. Vous avez parlé d'un guide, c'est très intéressant de préparer le guide. D'ailleurs, le professeur Oumaima El Bouazi était avec nous au laboratoire et elle a initié ce guide. Mais malheureusement, on n'a pas pu le terminer, mais on a préparé ce qu'on appelle les modalités de prélèvement qui sont disponibles au niveau du site et on envoie régulièrement aux directions régionales, aux hôpitaux, CHU, on leur envoie les différentes fiches qu'ils doivent remplir, par exemple pour tout ce qui est signes cliniques et tout par rapport aux patients, tout ce qui est en fait données du patient, et on a les modalités de prélèvement que vous pouvez avoir sur le site. C'est des modalités de prélèvement qui sont bien faites avec des couleurs et tout, comme ça va être facile pour le clinicien, pour l'infirmier, pour c'est-à-dire réaliser son prélèvement sans problème. Voilà, je ne sais pas est-ce que j'ai répondu à toutes les questions. Très bien, oui, vous avez répondu à toutes les questions, merci. Professeur Bakrim, voilà, à vous la parole. Merci. Alors, je remercie Dr Nargis Bedran et Professeur Oumaima El Bouazi pour donc ces excellentes présentations, très riches, surtout donc le domaine de la toxicologie. Donc, c'est un domaine qui est un petit peu donc spécialisé.
Alors, ma question, c'est au professeur Oumaima. Il est un petit peu donc pédagogique par rapport à l'introduction de la toxicologie dans la formation des techniciens de laboratoire au niveau des ISPITS. Parce que normalement, à mon époque là, il n'y avait pas vraiment, donc on n'a pas vraiment étudié donc la toxicologie. Alors, est-ce que maintenant, les ISPITS donc professeur Oumaima en tant que spécialiste en toxicologie, est-ce que donc cette discipline c'est-à-dire donc elle est intégrée dans le programme pédagogique. Merci. Merci Monsieur Saad pour la question. Donc effectivement, donc en tant que coordinatrice de l'option technicien de labo à l'ESPITS de Meknès, donc l'option va démarrer cette année. Donc c'est encore nouveau pour nous. Oui, effectivement, donc ils ont intégré la toxicologie et la pharmacologie en première année. Mais donc c'est uniquement 25 heures, donc c'est pas suffisant et c'est uniquement théorique. Pourquoi? Parce que donc généralement il n'y a pas de site de stage. On va pas trouver dans toutes les villes des sites de stage en toxicologie et en pharmacologie. Donc c'est donc la raison pour laquelle donc ils ont mis juste donc quelques heures pour une initiation en toxicologie. Je me rappelle très bien que moi le jour de mon affectation en tant que technicien de laboratoire au centre antipoison, j'avais galéré parce que je connaissais rien sur le domaine, je connaissais rien sur les techniques chromatographiques, etc. Et je pense qu'effectivement, il faut prendre en considération ce domaine donc de toxico et de pharmaco donc pour la formation des techniciens de labo. Donc c'est vrai, on fait des initiatives, mais ça reste modeste. Donc on fait donc nous les toxicologues des fois avec Dr Bdra, donc il nous aide toujours donc à faire des petits stages pour les étudiants, etc. Mais c'est pas vraiment une formation solide. Donc min hada al-minbar, on sollicite le ministère pour qu'il intègre la toxico et la pharmaco dans le cycle de formation des techniciens. Voilà, c'est toujours le problème des spécialités orphelines, si je peux le dire, rares. On a beaucoup pas au CHU seulement quand c'est au niveau 3 que vous allez trouver la toxicologie. Niveau 3 du soin. Il y a premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau que vous allez trouver la toxicologie. C'est du spécialisé et ça pose problème. Voilà. Donc, même en médecine, on vient d'introduire la toxicologie, pharmacotoxico, on vient de l'introduire comme module. En médecine, hein, pour un médecin généraliste. Ouais, mais bon, c'est quelque chose de rare, c'est pas des choses qui courent les rues. Mais c'est important, voilà. Bon, pour moi, je pose la question à Dr Bedran, quelle est la suite et le pronostic des patients? Je sais que le méthanol, il touche le nerf optique. Vous avez eu combien de cas de cécité pour ces patients que vous avez donné? Une cohorte de 167, je pense. Si je me trompe pas, 116. Voilà. Et à quelle dose de méthanol, ce qu'on appelle l'alcool frelaté, le nerf optique est touché? Voilà, merci. Docteur Bedran? Oui, merci pour votre question. En fait, le dernier épisode, il y avait plus de 180, c'est-à-dire citoyens qui ont ingéré la boisson alcoolisée qui était contaminée par le méthanol. Et nous, on a reçu 176 échantillons, en fait, de ces patients. Vous avez parlé de la cécité. Il y avait, en fait, je me rappelle plus des cas, mais il y avait 7 ou 8 cas qui ont présenté des troubles visuels allant jusqu'à la cécité. Il y a des patients qui ont été sauvés parce que ils sont venus un peu tôt. On a commencé l'hémodialyse très tôt. Donc, parce que, en absence de l'antidote qui est le fomipizole, ça coûte cher. On a pas mal de problèmes pour l'acquérir au niveau de la centrale antidote du centre antipoison. Et en absence de fomipizole, on a l'éthanol comme alternative, mais surtout l'hémodialyse. Donc, on a sensibilisé, en fait, c'était en fait pour cet épisode, heureusement, c'était dans la région de Kénitra, dans la région de Rabat, Salé Kénitra. Donc, du coup, on avait des sites d'hémodialyse au niveau de Kénitra, au niveau du CHP Moulay Yousf à Rabat. Et là, on a pu sauver à la fois des vies par l'hémodialyse et des vues.
Donc, les cas d'atteinte du nerf optique, c'était très rare. Et il y avait des cas qu'on a récupérés grâce à l'hémodialyse et grâce également à une dose très importante de corticoïdes, de méthylprénisolone par voie intraveineuse. Mais malheureusement, il y avait des personnes qui sont sorties avec des séquelles. Et pour le méthanol, une dose de 30 ml, on commence à avoir les signes cliniques d'intoxication, que ce soit l'acidose métabolique, que ce soit donc c'est un poison. Donc c'est un poison qui est mortel en fait si on gère pas le cas rapidement. Et sinon, si le patient il va par la suite avoir des séquelles, notamment au niveau visuel, comme vous l'avez dit. Voilà. Alors, j'ai une autre question pour Dr Bedran. Qu'en est-il de la formation des professionnels de santé? Je parle des médecins. Comme vous le savez, Oui. vous avez parlé du paracétamol. La boîte de paracétamol, c'est en général, ça ne doit pas dépasser des grammes. D'accord? Oui. C'est en général fixé. Et l'interrogatoire, c'est très important. Quand je vais recevoir en urgence un patient intoxiqué, l'interrogatoire, c'est la pièce maîtresse, c'est le nerf de la guerre. Hein. Est-ce que nos internes, qui sont au front page, qui sont les premiers à voir les patients, sont formés en toxicologie, à faire un bon interrogatoire, parce que je reçois, voilà, un patient intoxiqué. Si le patient il est conscient, je vais lui faire un bon interrogatoire, demander à connaître la dose, c'est quelque chose de très important. Vous le savez mieux que moi, parce on n'a pas assez de médecins toxicologues et on n'a pas de réanimation toxicologique. Par exemple, les gens ne connaissent pas, par exemple, pas tout. Je pense pas que tous les réanimateurs connaissent la paraphényldiamine ou la tackout. Et comment pour les intuber, c'est vraiment c'est quelque chose de vraiment difficile. Est-ce qu'ils sont formés à ça? Est-ce que vous faites des formations? Est-ce que vous parlez aux professionnels de santé? Quelle est l'action du CAPM, le Centre antipoison au Maroc, dans ces actions qui sont de santé publique? Merci beaucoup pour cette question pertinente, professeur. En fait, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire l'enseignement de la pharmacotoxicologie fait défaut dans les facultés de médecine et de pharmacie au niveau du Maroc. En fait, les pharmaciens, ils sont plus en fait formés en toxicologie, surtout analytique, que les médecins. Donc cette formation fait défaut. Mais actuellement, mes amis professeurs au niveau de Tanger, au niveau de Fès, m'ont dit qu'ils vont introduire un module pharmacotoxicologie au niveau des différentes facultés de médecine. À notre niveau, en fait, on vise surtout, vous avez parlé des internes, ce qu'on fait, c'est des actions répétées dans l'année, c'est que on organise des journées thématiques. Par exemple, on va organiser une journée thématique sur le phostoxin, une journée thématique sur les NPS, les drogues, comment les gérer. Et dans cette journée, on va inviter les experts en toxicologie, que ce soit les experts nationaux ou internationaux, et on va inviter les jeunes internes et résidents à y participer. Nous avons notre congrès. Il va se tenir, Inch'Allah, en novembre. Entre le 20 et le 22, c'est ce qu'on appelle le Congrès international de toxicologie. C'est en collaboration entre le CAPM, la SMTCA, la Société marocaine de toxicologie analytique et clinique, et l'AMCETOX, donc une autre société de toxicovigilance et santé environnement. Donc là, on invite les différents internes et résidents des différentes régions. Chaque fois, on l'organise dans une ville. Donc, et là, c'est l'occasion pour les internes et les résidents pour être formés. C'est toujours ce qu'on offre à nos professionnels de santé, c'est surtout la formation continue à travers les différentes manifestations scientifiques. Et il y a quelques années, nous avons commencé un cours donc où on va choisir par région 2 à 3 profils pour donc avoir une formation en toxicologie, et par la suite ces formateurs ils vont personnes qui sont formées, ils vont former d'autres personnes dans les régions. C'est ce qu'on appelle la formation des formateurs. Donc c'est très intéressant pour nous parce qu'on ne peut pas former tout le monde. Donc ça serait intéressant de former des gens en toxicologie, en pharmacotoxicologie, pour qu'ils puissent donc former d'autres personnes dans les régions. Voilà.
Bonsoir. J'ai un peu raté le début, mais je voudrais poser une question concernant l'analyse, la relation entre les toxicologues et les laboratoires d'analyse. Par exemple, est-ce que nous, comme des techniciens ou des biologistes dans le labo, est-ce que les toxicologues peuvent nous orienter vers un test biologique qui peut aider les médecins ou à diagnostiquer tel ou tel patient d'intoxication? Désolée, j'ai raté un peu le début, mais ça tourne dans la tête. Votre question à Dr Bedran. Oui. Oui. Merci beaucoup pour votre question, madame. En fait, c'est très important ce dialogue entre le clinicien et le biologiste. Sinon, si le biologiste va travailler de son côté et le clinicien de son côté, ça va pas marcher. Je donne l'exemple. Parfois, on va nous envoyer un patient sans aucune indication, c'est-à-dire sans aucun renseignement clinique. On va faire un peu de tout. On va faire les analyses de drogue, les analyses de pesticides et autres. Mais parfois, on va nous dire ce patient il a présenté un syndrome cholinergique suite à la prise d'un pesticide. Alors là, on va un peu diminuer ce champ large de recherche. On va réaliser l'activité cholinystérasique. Il est basse, on va passer à la chromatographie couplée à la spectrométrie pour chercher ce pesticide, c'est quoi? Est-ce que c'est un organophosphoré ou bien un carbamate? Donc voilà, vraiment cette discussion entre le clinicien et le biologiste est très importante et on est confronté quotidiennement à ça. Donc on est amené à appeler le médecin, à avoir les renseignements cliniques exacts, comme ça pour pouvoir être limité dans le champ d'analyse qu'on doit réaliser. Voilà. Ben, au nom de l'ANTLM, et je remercie Dr Bedran et Professeur Omeima pour leur présentation très riche et intéressante. Ils ont parlé de la toxicologie, une spécialité orpheline certes, mais importante. Et au nom de l'ANTLM, je remercie toutes les délégations africaines. Et je pense qu'on va faire, hein, on va clore la session. Donc, oui, et merci à tous les. Voilà, donc notre session prend fin. Je vous remercie pour votre patience. Donc je remercie l'assistance pour leur patience. Donc on est un petit peu en retard, mais cette demi-journée était vraiment très riche. Nous avons fait le tour la place de l'intelligence artificielle et les avancées dans le laboratoire et leur place dans le laboratoire de biologie médicale. Ainsi l'approche analytique en toxicologie, ça a été très intéressant. Je remercie les orateurs, je remercie les modérateurs pour leur effort et leur patience et pour les discussions très riches et intéressantes. Et voilà, je vous donne rendez-vous demain matin, Inch'Allah, à 9h à la même salle et on vous invite à un dîner le resto de l'hôtel. Et merci.